Welcome to the podcast. My name is Sil. Bienvenue au Polycast, le podcast de Polytech Montpellier, l'école d'ingénieurs de l'Université de Montpellier. Le Polycast reçoit des invités de tous les coins du monde, de tous les horizons professionnels, quels ou ils soient scientifiques, littéraires, artistes, businesswomen, businessmen, étudiantes, étudiants, enseignantes, enseignants, chercheurs, chercheuses, actrices, acteurs de terrain. Nos invités nous aident à mieux penser la société. Leur expérience éclaire la nôtre. Il y a ceux qui parlent, comme moi maintenant, et ceux qui font. Aujourd'hui, le Polycast a la chance de recevoir Loïc Briand, CEO de Grain de Sail, S-A-I-L, naviguer à la voile, qui, avec ses co-actionnaires et leur équipe au sein de cette très belle entreprise bretonne, agissent pour impulser un changement durable et responsable dans le domaine du commerce transatlantique. Grain de Sail commercialise des cafés et des chocolats dont les matières premières sont achetées dans les Caraïbes et ramenées en France par voilier cargo. La société a pour objectif une empreinte carbone minimale, mais aussi de garantir des transactions justes depuis ses fournisseurs jusqu'à ses clients. Véritable pépite de développement durable et de responsabilité sociétale, des DRS, pionnière d'un nouveau modèle, elle est une illustration parfaite de la capacité de tous à construire ou nous saisir des leviers d'action responsables. Loïc a accepté de venir au Polycast pour nous dévoiler cette pépite, le jeu de mots est intentionnel, et nous inspirer tous et toutes à agir. J'en profite pour remercier toute l'équipe du Polycast, y compris Joss Marcialis, l'éditeur de cet épisode et de tous les autres épisodes. Et maintenant, voici le Polycast de Loïc Briand, CEO de Grain de Sail. And we are live. Bonjour Loïc Briand, merci d'avoir accepté l'invitation du Polycast. C'est super sympa d'être là. On s'est rencontrés par téléphone il y a 2-3 jours et puis tu as accepté de faire un entretien pour le Polycast. On parle beaucoup de Grain de Sail aujourd'hui dans les news, donc il y a probablement un effort de communication de votre part. Mais moi, j'ai entendu parler de ta boîte grâce à un étudiant qui est en Bretagne en ce moment, justement, qui m'a parlé de toi. J'ai vu le site et j'ai trouvé ça génial. Donc, peut-être on commence par se présenter, si tu voulais nous dire un peu qui tu es, ce qu'est Grain de Sail, et puis on va disséquer ça au fur et à mesure de la conversation. Ouais, pas de problème. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis directeur général d'un armement maritime. À la base, je suis marin. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur, comme la plupart de ceux qui vont nous regarder là, avec un brevet de capitaine première classe de marine marchande où, en fait, on est formé à la conduite des bateaux, tant en passerelle qu'en machine. J'ai commencé à travailler à 21 ans à peu près. On avait un cursus assez particulier. On avait les 3 premières années à l'école. Après, on partait naviguer. Ensuite, on passait notre 5e année en retournant à l'école un peu plus tard. Ça faisait une formation qui était en 2 temps et qui était beaucoup sur le terrain, ce qui était intéressant. Et j'ai commencé sur le dernier bateau à vapeur français, qui était l'Edouard Aldé de la Dreyfus. Et en fait, c'était un bateau qui tournait à la vapeur avec l'évaporation du méthane qui était dans les cuves. Donc, c'était des bateaux de 300 mètres avec 300 000 tonnes de gaz à bord. Et en fait, je me suis rendu compte que passer 4 heures, même si le bateau fait 300 mètres au milieu de l'eau et pas voir un bateau pendant 4 heures, c'était pas très rigolo. Du coup, j'étais parti dans la construction sous-marine parce que techniquement, je trouvais ça marrant. Et du coup, j'ai travaillé dans l'industrie pétrolière et éolienne jusqu'à mes 30 ans. J'avais commandé plusieurs années, puis j'avais fait le tour. Et je faisais beaucoup de voiles en parallèle. Et j'avais besoin Attends, quand tu dis « j'avais fait le tour », ça veut dire quoi? Tu as une espèce de… J'avais fait tous les projets maritimes qui existent en fait en construction sous-marine. Donc, j'avais travaillé sur des bateaux où on avait des plongeurs en saturation qu'on envoyait dans 500 mètres d'eau. C'est des personnes qu'on garde en fait en saturation à la profondeur de travail, en fait, à la pression. Ils ont des cloches, on les remet sur le pont sous pression. Et techniquement, c'est très intéressant. J'avais fait tous les projets en fait, de construction sous-marine qu'on peut avoir. Donc, ça va de la pose de câble dans 5 mètres d'eau à la pose de tête de puits de forage dans 4500. J'avais fait les éoliennes parce que je voulais aller voir ça et je trouvais ça intéressant. Et du coup, j'étais dans un travail où à chaque fois que j'allais sur un projet, c'était des projets qui étaient similaires à ce que j'avais déjà fait et je commençais à m'ennuyer. Donc, il fallait un peu de challenge, quoi.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà une espèce de conscience un peu développement durable ou responsabilité sociétale en te disant, putain, là, je bosse dans des industries qui sont carbonantes, qui continuent à carboner, ou alors à l'époque, ça t'effleurait pas, ou peu? Non, si, j'avais ces consciences-là. Après, l'industrie pétrolière ou l'éolien, c'est des industries qui sont quand même très maîtrisées, Ouais, avec très peu de pollution, parce que justement, on a cette image de pollueur et on est dans des industries beaucoup plus propres que ce qu'on pourrait penser. Et toujours dans la philosophie de se dire, aujourd'hui, on a des choses qui sont magiques, c'est le gasoil. Et être capable, en fait, de donner cette magie à tout le monde, c'est quand même relativement cool. Euh, un élément qu'on utilise souvent, c'est un litre de gasoil. Ça a l'air de pas grand-chose, mais un litre de gasoil, si on se met à faire du vélo, demain, on va faire 100 watts par heure. On va faire 5 heures de vélo par jour, on va être cramé. Et du coup, pour avoir l'énergie de ce litre de gasoil, il faudra pédaler 5 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 3 semaines. Donc, quand on fait le plein en fait, dans une voiture, on est des super-héros parce que pour l'équivalent de 60 euros, on va mettre 40 litres et on met l'équivalent de 3 ans de travail, quoi. c'est Et ça, même les Chinois, ils ne savent pas travailler pour aussi peu d'argent, quoi. Donc, c'est la ça. première chose, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment magique parce que c'est un concentré d'énergie. Et la deuxième magie, c'est que ça coûte rien, quoi. Parce que 3 semaines de travail pour 1,50 €, même dans les pays les plus défavorisés, ils ne sont pas capables de le faire. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, j'avais cette conscience où effectivement, l'écologie, c'est quelque chose dont on parle, on le voit et puis on le verra de plus en plus peut-être. Mais j'avais surtout cette envie de me rediriger vers ma passion qui est la voile en fait, et de trouver plus de sens à mon travail parce que pendant 10 ans, le sens que j'avais dans mon travail, c'était le technique justement, c'était le dépassement technique, c'était d'apprendre des choses. Et on est sur Terre pour apprendre et il y a plein de trucs à apprendre du coup. Et L'idée, c'est de donc, et continuer. donc à ce moment-là, tu pilotais, tu commandais des navires, mais qui n'étaient pas forcément des voiliers. Non, c'était pas du tout des voiliers, c'était des bateaux de construction avec des grosses grues, avec des sous-marins, D'accord. avec un autre côté qui était très intéressant, c'était la diversité à bord. Je suis monté jusqu'à 23 nationalités à bord. Waouh. Donc, J'ai eu tu parles pendant, l'anglais et d'autres langues, j'imagine? ouais, anglais, après bah, le philippin et le russe, je sais dire bonjour et parler au bar, mais Ouais, ça s'arrête là. Mais c'est vrai que ça m'a permis aussi de développer des compétences en anglais et également des compétences en gestion et en gestion de projet, quoi. bien Voilà. sûr, Et avec des du coup, équipes. à 30 ans, j'ai décidé de me quitter tout ça. Donc là, c'est vrai qu'on est dans une société où on pense que tout doit monter tout le temps. Et quand on va dire à sa famille, à son entourage, bon, bah voilà, je fais 5 ou 6 000 euros par mois sur 15 mois, maintenant, je me casse et puis je vais monter ma boîte et je vais faire de la voile. On fait face, en fait, à l'ensemble des personnes qui pensent qu'on est en train de faire un raptus, comme on dit en psycho. Et ce n'est pas le cas. Du coup, je suis parti, j'ai monté une société qui s'appelle NAFPAM, pour navigation à Co- voile, pas à moteur. Comment Et tu l'idée, dis? Comment tu c'était dis? Comment ça s'appelait? NAVPAM, D'accord, NAVPAM, d'accord, pour navigation à voile, pas à moteur. ouais, Et j'avais plusieurs projets en fait autour de la voile. Le premier, c'était de récupérer des bateaux sur lesquels j'ai beaucoup navigué quand j'étais jeune, qui sont des trimarans de course, considérés trop dangereux en course au large, pour faire du charter. Alors c'est vrai qu'on pourra en parler plus tard, mais le charter, c'est promener des passagers. C'est la marchandise la plus fragile qu'on peut avoir sur un bateau. bien sûr. Mais c'est aussi une marchandise qui est facile à trouver, quoi. Oui, Voilà. oui. Et de fil en aiguille, en fait, je regardais ce projet à orientation écologique ou autre. Et un matin, dans ma cuisine, je buvais un café et j'avais mon épouse qui avait acheté une tablette de chocolat. Et au dos, ils expliquaient leur ambition sur un projet maritime où ils voulaient faire des cargos à voile. Et en regardant cette tablette, je me suis dit que ces mecs étaient cinglés, qu'ils auraient sûrement besoin d'aide. Et je les ai contactés de façon bénévole pour leur proposer mon aide. L'idée à la base, c'était de se dire, bah, Ça au ressemblait à pire des quelque chose cas, comme ça? ouais, c'était un truc comme ça, ouais, Ouais. exactement. Je me disais, dans le pire des cas, je ferais ma transat avant la retraite, quoi. Il y en a plein, c'est l'objectif de venir en retraite pour faire une transat. Et je me disais que c'était une bonne façon de la faire avant. Et de fil en aiguille, en fait, bah, j'ai commencé à suivre le chantier. Je travaillais un peu bénévolement pour eux pour les aider. Et au bout de 3 mois, Ça j'étais c'était là. à quel moment à peu près, Loïc? À quelle date? C'était en 2018, ça. Et eux, ils avaient lancé depuis quoi? Déjà 5 ans? Quelque chose comme ça? Ouais, la boîte, ils ont commencé en 2010 à réfléchir en fait autour de D'accord, comment faire du transport maritime à la voile. d'accord. Donc la société, ouais, c'est Grand Sail, comme tu le montrais tout à l'heure.
Et en 2013, en fait, ils étaient arrivés à la conclusion que si tu fais de la voile, tu vas coûter 3 fois plus cher. Tu sais quand tu pars, tu sais pas quand tu arrives. Et du coup, monter une boîte viable économiquement sur ces hypothèses-là, c'est un peu complexe. C'est complexe. Et ils voulaient retourner le problème en n'allant pas chercher des moyens de transport pour aller chercher les clients, mais trouver en fait un besoin de transport, le créer, et en fait, en face, mettre des moyens. Et l'idée, c'était vraiment d'encapsuler ce transport à la voile qui coûte plus cher, où on sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive, dans une chaîne de valeur étendue, en prenant toutes les marges d'intermédiaire, de façon à pouvoir le rendre viable. D'accord. Du coup, ils ont commencé à faire du café en 2013. En 2015, ils se sont lancés dans leur cuisine à essayer de faire du chocolat à base de masse de cacao. Alors, le café, en fait, ils se sont rendus compte rapidement que c'était facile à faire parce qu'avec un bon bouquin, une torréfaction, le process n'est pas très compliqué. Et au bout de 2 semaines, n'importe qui est capable de faire un café qui est bon. Il ne sera peut-être pas champion du monde sur son café, mais il arrivera à le vendre et il fera quelque chose de très correct. Enfin, dans la mesure où tu as des matières premières de qualité, et on va y revenir. Ouais, il faut quand même sourcer les bonnes matières. Ouais. Ouais, Si on a des produits qui ne sont pas bons à la base, c'est dur de les sublimer, c'est quoi. ça. Et le chocolat, par contre, c'est plus compliqué parce que le chocolat, il y en a peu en France à en faire. On n'est pas chocolatier, on est couverturier. Donc, Ouais, en fait, un couverturier transforme de la matière première qui est le cacao en chocolat. Un chocolatier transforme de la couverture de chocolat, donc des pastilles de chocolat, comme vous en avez déjà tous vu, en chocolat. Et ça, c'est un process chimique qui est un peu plus complexe, mais en s'entourant des bonnes personnes, ils ont commencé à lancer les premières tablettes en magasin en 2016. Et ouais. en 2016, Grain de Sale, on faisait pas de chiffre d'affaires. En fait, on était à 200, 300 000 euros, Ouais. ce qui est complètement ridicule. Et en fait, ils ont développé le chocolat. En 2018, ils étaient arrivés à 2,5 millions. Et du coup, à ce niveau-là, en fait, de chiffre d'affaires, ils étaient en capacité de signer le contrat de construction du premier bateau sur lequel je suis actuellement. Qui est donc le Euh, premier bateau de grain de serre. Alors, c'est le premier bateau de Grain de Sale et plus que ça, en fait, c'est le premier navire à voile qui est référencé en navire de charge, donc en cargo ship, D'accord. depuis 1928. Waouh. Waouh. Donc, Excellent. c'était un gros challenge administratif parce qu'entre Excellent. 1928 et les derniers voiliers transatlantiques et maintenant, il y a eu pas mal de réglementations à naître et à évoluer qui sont plus adaptées en fait à des bateaux de 200 mètres qui sont uniquement au moteur, quoi. Alors, donc on a compris que toi, tu as eu le déclic. Ça correspondait à un moment de ta carrière où tu avais un besoin de changement. Tu manges, grâce à ta femme, un bout de chocolat donc, que je vais remontrer. Je les ai goûtés. Alors, le Polycast n'a pas vocation à faire de la pub, mais là, c'est quand même assez magnifique. Est-ce qu'on va voir correctement? Attends, je vais reculer. Voilà. Il y a plein de goûts, il y a plein de choses avec de la fleur de sel. J'ai acheté un coffret, donc on a déjà à peu près tout descendu avec ma femme. Et puis, bien sûr, le café que je suis en train de boire ce matin. Voilà. Donc, c'est délicieux, mais c'est juste délicieux. Et donc, on va te demander de nous expliquer pourquoi c'est bon. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous faire un espèce de tour d'horizon de... Donc, Grain de Serre, c'est une boîte qui commercialise du chocolat et du café et d'autres petites choses autour. Mais la beauté de la chose, c'est que vous allez chercher vos matières premières en voilier cargo, ou en cargo voilier, je ne sais pas la terminologie exacte, et que vous faites cet aller-retour de façon la plus décarbonée possible. J'ai bien résumé? Ouais, en fait, il y a 3 piliers fondateurs dans notre société. La première, tu le disais, c'est le goût. Parce que le but, c'est de faire des produits qui sont bons. Si on fait des produits qui sont pas bons, C'est on a super beau bon. les faire bio et transporter à la voile, ça restera pas bon, quoi. Et si on veut être dans l'agroalimentaire, le principe, c'est de faire des choses qui sont très, très bonnes, quoi. Euh, En plus, Loïc, je t'interromps 2 secondes, mais je réfléchissais en mangeant, en goûtant ce chocolat. Je me disais qu'en fait, il y a très peu d'intermédiaires, puisque vous allez chercher les fèves ou la masse dans les Antilles, vous revenez, vous la produisez et vous me l'envoyez. Donc, grosso modo, je n'ai pas de multiples intermédiaires des gens qui se payent indûment. Et deuxièmement, le produit lui-même, il a été travaillé par les gens qui me le vendent. C'est un truc de bah, fou, quoi. c'est vraiment la difficulté de notre société à monter. Là, aujourd'hui, on est arrivé en fait au stade où on a vraiment les 4 cœurs de métier dans notre société, c'est-à-dire la recherche de matières premières de qualité, avec un service achat en France, mais également dans les pays producteurs, où on a maintenant des temps pleins qui sont à rencontrer les producteurs, à les sélectionner
les installations, à les aider pour certains dans la conversion en bio et à vraiment sourcer les produits dans l'Amérique du Sud et les Caraïbes. On a le transport à la voile avec l'armement maritime, le bateau, 4 marins en CDI plus moi et les prochains projets dont on pourra parler tout à l'heure. On a la transformation avec. Donc là, on avait une première chocolaterie à Lanmeur. C'est un petit village au fin fond de la Bretagne qui était dans un ESAT. Donc en fait, c'est Ouais. un aide au travail pour les personnes en situation de handicap. Et là, on est en train de mettre en service la deuxième, qui est un bâtiment de 2300 mètres carrés, dans lequel on a vraiment poussé à montrer nos valeurs avec une galerie de curiosité où on explique tout, la transformation du chocolat, du champ jusqu'à la tablette, et avec une installation où on est sur une usine à un peu plus de 7 millions d'euros, quoi. Et après, on a le service de commercialisation avec un directeur commercial et un service de vente. Donc aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes, plus une vingtaine de personnes en situation de handicap. Et on a vraiment en fait, Wow. réussi à mettre toutes les briques de l'idée initiale. Par contre, ça a pris 10 ans. Et les briques, on n'a Normal. pas mis d'abord les moyens de transport. On a vraiment commencé à créer des produits pour créer des besoins de transport. Ensuite, en face, mettre les moyens. Et du coup, c'était vraiment la logique d'encapsuler toutes les marges intermédiaires et de se retrouver avec une activité qui n'est pas viable à la base, parce que ça coûte 3 fois plus cher et on sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive. Mais en fait, en l'encapsulant dans cette chaîne-là, aujourd'hui, on a un tout petit bateau parce qu'il fait que 25 mètres. On peut mettre que 50 tonnes à bord. Il y en a plein qui me diront, bah ouais, mais 50 tonnes, c'est un container et demi, voire 2 containers. C'est ça. C'est tout petit. Sauf qu'avec 50 tonnes de masse de cacao, bah, en fait, on va être capable de faire 70 tonnes à 90 tonnes de tablettes de chocolat. Et à Ouais. 100 grammes de tablette, ça commence à en faire un gros paquet, quoi. Et avec ce container et demi de masse de cacao, on va réussir à créer les 60 emplois dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Donc, il y avait aussi, ouais, on peut les nommer, j'imagine, les actionnaires, les frères Barrault, c'est ça? Il y avait Ouais, aussi, Jacques et Olivier. il y avait, pardon, leur prénom, c'est Jacques et Olivier. Jacques et Olivier. Dans le projet, il y avait aussi une volonté de toucher les gens localement. Alors, localement, à l'étranger, comme tu l'as décrit, chez vos fournisseurs, en créant des relations durables et avec c'est-à-dire une relation commerciale juste. Tu m'en as parlé la dernière fois qu'on était au téléphone. Et eux aussi, ils avaient envie de toucher les gens localement en Bretagne. L'idée de faire travailler des gens dans les ESAT, ça me touche. Je t'avais dit, j'ai une sœur qui est handicapée, qui a travaillé longtemps dans une ESAT, et je sais ce que c'est. Donc, et on a bien vu dans les images hier du reportage de France 2 comment c'est super sympa l'ambiance dans l'usine, etc. Donc, il y a vraiment une démarche de responsabilité sociale aussi qui est assez phénoménale. Mais surtout, ce qui m'intéresse là, c'est qu'il y a un modèle économique. C'est-à-dire que vous avez réussi à faire un truc qui gagne de l'argent et qui permet la création de l'emploi. Bah, Et ça, on a des c'est… valeurs, on a vraiment des valeurs et des idées. En fait, le but de créer notre société, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas de se faire plaisir et de rentrer dans un système où le but c'est l'argent, parce qu'on considère vraiment que l'argent c'est une religion en fait. La valeur de l'argent, elle n'existe pas. Aujourd'hui, il y a une valeur donnée pour un téléphone comme celui-là. Mais en fait, l'argent, il y a l'inflation qui existe et ce téléphone-là, en fait, il coûte rien. Dans le sens où l'argent, ça n'a que la valeur qu'on lui donne. Et nous, ce qu'on veut mettre dans notre société, les valeurs qu'on a, en fait, c'est les valeurs sociales, c'est le respect de l'autre, c'est le fait d'être en capacité, et là, les élèves ingénieurs, ils le verront, quand ils vont rentrer dans la vie active, s'ils vont dans des grands groupes, on prendra les gens, on essaiera de les adapter au poste. Et nous, on essaie de faire l'inverse, on essaie d'adapter les postes aux gens, en fait. Ouais. Parce que ça ne fonctionne pas de mettre les gens et d'essayer de les formater pour un poste donné. Il faut prendre les qualités et les défauts de chacun. On a tous des qualités et des défauts. Et heureusement, et c'est ça qui fait qu'on est tous différents et que c'est rigolo en fait de rencontrer les gens. Et le social, dans le développement durable, pour moi, c'est le premier pilier. Parce qu'on est des humains et on a besoin de social. Si on s'enfermait tout seul dans notre coin, on n'avancerait pas. C'est Le vachement deuxième pilier, c'est important. On a l'écologie. tendance à escamoter, parce qu'on parle beaucoup d'écologie et de réchauffement climatique, et on escamote toute la partie humaine de la solidarité, de la responsabilité d'être ensemble et de bosser ensemble, et surtout de soutenir des relations durables ensemble. Et encore une fois, ce que je trouve phénoménal dans ce que tu me décris, c'est comment le modèle s'imbrique et fait une société qui s'avère pérenne. Ces valeurs Juste dont tu pour, parles, là, c'est un truc c'est quelque chose qui est, comment dire, vous en parlez avec les actionnaires,
est-ce que c'est un truc quand vous avez des réunions d'équipe, c'est exprimé ou c'est complètement implicite? Il n'y a même pas besoin de l'exprimer parce qu'en fait, on est tous raccords sur nos valeurs. Aujourd'hui, les actionnaires, c'est moi, Jacques et Olivier, mais on a également ouvert l'actionnariat aux salariés. Donc en fait, Grand Sail, on a différentes filiales. Là, on n'a pas parlé de tout, mais avec le bateau, en fait, on part de Saint-Malo, on amène du vin à New York. Ensuite, on descend dans les Caraïbes, on le ramène. Et du coup, on s'est structuré en forme de groupe pour pouvoir se développer rapidement. On a une holding qui s'appelle la compagnie Grand Sail, Ouais. qui va détenir les différentes filiales avec un armement maritime, avec une société aux États-Unis qui s'occupe du vin, Ouais. la partie chocolaterie torréfaction en France. Et cette holding, en fait, on la détient, nous, chacun des 3 actionnaires, et on a créé en parallèle une société à capital variable qui est ouverte aux salariés. Et Excellent. l'idée, c'est que l'ensemble des salariés en fait, qui sont chez nous sont en capacité de prendre des parts dans la société avec un principe de base, c'est que s'ils mettent 500 euros, au pire, ils reprendront leurs 500 euros, mais par contre, ça permet de faire participer tout le monde en fait, à la croissance de la société. Génial. Et c'est des choses, le développement durable, il y a 3 choses, c'est le social, l'écologie et la viabilité économique. Mais s'il y a des choses qui sont sociales, écologiques, qui nous font marrer et qui restent économiquement viables, eh ben, on les fera. Et il y Bien en a sûr. plein qui pourraient penser que le bateau sur lequel je suis, là, il coûte beaucoup plus cher qu'un bateau à moteur. En fait, on parlait du gasoil tout à l'heure, la voile, ça coûte pas si cher que ça. Le problème, c'est que c'est le gasoil qui coûte rien, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, on va passer, puisque tu en parles, on va passer un peu une description technique de la pièce maîtresse de votre architecture, qui est ce bateau sur lequel tu es, qui est donc le Grand Sail, c'est son nom, un 2 mâts, si je me souviens bien. Ouais, on s'est pas trop creusé la tête. Grain de Oh, sail, donc il y a le petit jeu de mots avec la voile. C'est le ouais, nom de c'est la boîte, génial. c'est le nom du chocolat, c'est le nom du café et c'est le nom des bateaux aussi. Mais donc, le deuxième s'appellera pareillement Grand Sail 2. Ouais, c'est Ouais, original, hein. ouais. T'as tout deviné. Voilà. Alors vas-y, explique-nous un peu toute la partie techno, parce que donc c'est un voilier, mais on voit des panneaux solaires derrière. Ouais, Et le donc, principe de ce bateau, c'est vraiment, on part de Saint-Malo avec 15 000 bouteilles de vin bio. On a été regarder ce qui se faisait sur les navires de pêche en fait pour la cale. Notre cale, elle est isolée comme la cale congélateur d'un bateau de pêche. Donc, les bateaux de pêche qui ont des cales à moins 18 où ils mettent du poisson, bah, on a fait la même chose. Le principe, c'est que le kilowatt qu'on dépense pas, ça reste le moins cher. Et du coup, on a vraiment un bateau qui est réfrigéré en fait, dans sa cale pour maintenir le vin à température. Et une fois qu'on a fait nos 20 minutes de moteur pour sortir du port de Saint-Malo, bah, on envoie les voiles. Donc là, on a 2 poteaux de 25 mètres avec l'équivalent. Si on prend toutes les voiles, on a 700 mètres carrés, mais en fait, on peut en mettre 500 quand on est vent arrière et à peu près 350 quand on est face au vent. Et on est capable en fait, de vraiment avancer juste avec les voiles. Ensuite, on va produire à bord les énergies qu'on va consommer. Donc derrière moi, on doit voir une éolienne ici. On a 12 panneaux solaires, mais on a également des hydrogénérateurs. ok, attends, Et combien de panneaux solaires tu dis? alors, on a 12 panneaux solaires, 12 et deux éoliennes. des hydrogénérateurs également. C'est donc, Et tu peux expliquer pour nos ingénieurs là ce que c'est que les hydrogénérateurs? Il y en a qui sauront, mais d'autres non. c'est des éoliennes qui marchent dans l'eau, en fait, hein. C'est simplement des hélices qu'on met à tourner au cul du bateau. Ça le freine un peu, mais ça permet de faire tourner un petit moteur qui produit de l'électricité. C'est-à-dire avec la vitesse d'avancée du bateau, tu as un courant d'eau qui vient faire tourner une hélice. Exactement. Ouais, Voilà. Comme les éoliennes, mais dans l'eau. d'accord. Et donc Et, après, tu as, une espèce d'unité qui agrège tous ces courants ouais, qui viennent de différentes sources. là, on a été s'inspirer de ce qui se fait dans l'éolien. En fait, dans l'éolien, il y a beaucoup de bouées météo qui sont utilisées sur lesquelles on retrouve justement la concaténation de toutes ces sources d'énergie. Ça a l'air tout bête en fait de produire avec plusieurs sources, mais c'est assez compliqué de réussir à établir les courants et à stabiliser de façon à charger des batteries en les mettant en parallèle et pas se retrouver avec une éolienne qui devient ventilateur, quoi. Ouais, ouais, Le fonctionnement hyper synchrone des moteurs asynchrones, ça existe. ouais. C'est très utile pour faire tomber les cospi, mais c'est pas du tout ce qu'on cherche à bord, quoi. Voilà. Et du coup, après, on a des parcs de batteries en fait sur lesquels on va stocker l'énergie en surplus. Et la journée, on va être en capacité de consommer directement l'énergie et de D'accord. produire plus que ce qu'on Alors, consomme. combien de temps Donc, tu stockes dans ton parc de batterie et combien d'espace te prend-il sur le bateau? bah, les batteries, c'est pas énorme. On a 14 batteries de D'accord. 265 ampères-heure, donc Mais c'est c'est lourd. l'équivalent de deux.
deux fois la taille d'une batterie. Alors oui, c'est lourd. Après, le bateau, il fait quand même 52 tonnes. OK. Donc, une tonne de batterie, on est passe après. Et puis voilà, on est vraiment sur un bateau de travail qui est conçu pour le travail, quoi. Donc, on a parlé en fait des bateaux de pêche où on s'est inspiré dans la cale. Sur la partie vélique, on n'a pas cherché midi à 14h, ça vient de la course au large. On a la chance en France d'avoir plein de voyageurs de l'Unitil qui partent faire de la course au large. Et grâce à eux, on se retrouve avec des produits où les ficelles, les taquets, les winches et l'ensemble des choses qui nous permettent de manœuvrer le bateau, et ben, on les trouve en rayon dans les magasins sur étagère. D'accord. Ça, c'est plutôt facile. Et après, la grosse difficulté, c'est venir appliquer la même réglementation maritime qu'un cargo sur un tout petit bateau de 24 mètres, quoi. Alors pourquoi? C'est-à-dire que dès que tu commences à transporter des marchandises, tu tombes sous le coup d'une réglementation des cargos. C'est ça l'idée? Ouais, ça peut paraître assez absurde, mais aujourd'hui, si on veut transporter des passagers entre Saint-Malo et New York, il faudra ce qu'on appelle un capitaine de sang, donc c'est une année de formation. Et on peut partir avec un équipement qui est équivalent à un bateau de plaisance. Par contre, si on transporte du vin ou du cacao, on est en navire de charge. Et là, on va devoir avoir des gens qui ont au moins bac+3, voire bac+5 en fait, pour conduire les bateaux. La difficulté là sur le recrutement, c'est de trouver les gens qui ont effectivement les diplômes et les brevets, mais qui ont également la capacité à faire de la voile. Et ça, c'est un peu atypique. Mais après, on forme les gens, hein. C'est pas un problème de Mais pas donc, si savoir j'ai faire de bien voile. compris, toi, tu cumules un paquet dans le reportage de France 2, hier, on disait que toi, tu peux piloter ce que tu veux. Ouais, moi, j'ai vraiment un brevet qui me permet de travailler sur tout type de bateau et une expérience en voile où, quand j'avais 18 ans, je faisais de la préparation technique en route du Rhum et du routage météo. Parce que quand on est marin, on a la chance de, oui, partir 6 mois à l'étranger, mais avoir 6 mois de congé. Et 6 mois de congé, on peut en faire un paquet des projets. Ouais. Et en plus, toi, tu as ça dans le sang, puisque, si j'ai bien compris, ton grand-père était marin, ton père était marin. Ouais, l'arrière-grand-père aussi, un peu alcoolique, tous en parallèle, mais ça fait partie du jeu, quoi. On imagine les images, on a les images en tête des marins qui rentrent au port et qui se murgent, et puis après qui repartent. Ouais, mais c'est Mais pas dur de se murger, hein. Après 3 mois de sevrage de bière, ça suffit, hein. je peux C'est très, très imaginer. simple. Je peux imaginer. Ouais, en plus, j'ai des amis, comme je te disais, dans la voile et de la famille dans la voile, donc je connais un peu le milieu marin. Alors, donc, il y a un paquet de technologies sur ce bateau quand même. Et donc, les gens qui t'accompagnent sont des gens qui sont des marins d'abord, ou des ingénieurs, ou des gens qui sont juste des Non, passionnés que vous formez. Comment ça se passe, c'est des ton équipe? marins, c'est vraiment des marins de marine marchande. Ouais, Après, on a tous des formations ou en mécanique, en électricité, en électronique, on a des bases. Ce qu'on apprend à l'école, de toute façon, ça ne forme pas les gens. La formation, elle est faite au fur et à mesure des expériences pendant la carrière. ouais, Et d'accord. après, la partie voile, en fait, on ne va pas forcément chercher des gens qui savent en faire parce que c'est comme quand on va sur un pétrolier, un chimiquier ou un remorqueur. La partie spécifique en fait, à l'exploitation du bateau, on l'apprend à bord, D'accord. D'accord. Ok, tout donc simplement. ça, c'est le bateau lui-même. Ensuite, une traversée, ça dure quoi, une dizaine de... Ça dépend du vent. Quand vous êtes, tu dis, dans Ouais, la ça dépend pétole, clairement du vent. là, ça peut Pour durer faire traverser de l'Atlantique, on met 4 semaines à peu près. 4 semaines. D'accord. Ouais. Et le principe, c'est vraiment pas de moteur. Ouais, On reprend notre litre de gasoil qui fait notre 10 kWh, les 50 litres qui font 3 ans de travail. Si on a 10 heures ou 12 heures où on n'a pas de vent, bah, si on démarrait le moteur, on consommerait ces 50 litres. Et en fait, on se dit que économiser l'équivalent de 3 ans de travail pour prendre une douche, faire un gâteau, faire une sieste, entretenir le bateau, faire une lessive et faire une belote, c'est quand même cool, quoi. ouais, Et se baigner au milieu de l'Atlantique également, c'est rigolo, en ouais, fait. Quand il n'y a pas de ouais, vent, le bateau avance pas, on peut se baigner, quoi. ouais. C'est remettre la lenteur dans la vie qui est devenue une espèce de course permanente, quoi. Ouais, c'est reprendre le temps de faire les choses correctement et se dire qu'au final, nous, le but, c'est de faire 2, 3 voyages par an. L'idée du voyage, c'est vraiment de rajouter un peu d'aventure, quoi. Aujourd'hui, vous allez sur n'importe quel navire marchand, quand on a des bateaux de 200 mètres, ils sont en capacité de savoir à un an où est-ce qu'ils seront. Donc, ils Ouais, savent, ils peuvent vous dire, voilà, le ouais, 31 décembre, on sera à Shanghai, on prend le pilote à 8 heures, à 9h30, on est le long du quai, fin des opérations commerciales à 13h30, quoi. Et ça, c'est pas rigolo. Nous, c'est pas mais rigolo. On sait quand on part, on sait pas quand on arrive.
Et du coup, il y a vraiment une aventure et un voyage qu'on crée avec ces bateaux, quoi. Mais du coup, comment tu industrialises ça? Parce que là, imagine, tu as un bateau, mais quand tu commences à avoir un ou deux ou trois bateaux et qu'il faut que tu planifies et que tu as tes fournisseurs derrière qui t'attendent, comment tu fais avec eux pour dire, ben, on arrive, tu vas dire, on arrive dans ces eaux-là, grosso modo, attendez-nous vers le 15, mais peut-être vers le 20, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Bah, en fait, c'est très simple parce que on est notre propre client, du coup, on s'arrange avec nous-mêmes. C'est un coup être schizophrène pendant les assemblées générales parce que on représente des fois l'armement et la compagnie. Mais le principe pour nous, en fait, en ayant internalisé ce transport à la voile, c'est simplement, on a besoin de plus de fonds de roulement et de plus de masse de cacao parce qu'on va la stocker un peu plus. Et on va se permettre justement de prendre le temps d'aller la chercher et de tuer le bilan carbone. Et Aujourd'hui, oui, pour faire un Saint-Malo New York, sur la dernière transat, on a utilisé 9 litres de gasoil. 9 litres de gasoil magnifique, pour transporter 20 000 bouteilles. On avait l'idée de décarboner le transport. Là, on l'a tué, quoi. magnifique. Ouais, ouais, ça Le c'est bilan génial. Donc carbone est mort. ça c'est donc, je t'avais raconté que nous, à Polytech Montpellier, on a le directeur des relations internationales qui a lancé un peu cette idée d'acheminer nos étudiants en Amérique, qui vont au Canada faire des études ou aux États-Unis, par le biais de cargo. Et on s'est posé la question au sein du groupe de travail développement durable et responsabilité sociale si les cargos, alors là je parle des cargos qui fonctionnent au gasoil, hein, avaient un gros impact. Et donc quand on en a discuté, toi et moi, tu me disais, de toute façon, ramener au poids de l'individu divisé par le poids des marchandises, etc., on arrive à une très faible empreinte. Et donc, de toute façon, comme le cargo fait l'aller-retour, c'est mieux que prendre l'avion. Mais on est d'accord, et peut-être je me trompe, est-ce que c'est pas mieux de le faire à la voile avec des cargos voiliers? Et là, la problématique, c'est que vous On n'êtes l'a pas dit équipé tout à pour prendre l'heure, les gens. Enfin, les on, cargos on est voiliers le ne sont pas premier, faits pour. on est le premier cargo voilier depuis 1928. Pour C'est l'instant, on est les ça, seuls au monde, c'est quoi. ça. Donc, Vous êtes les nous, pionniers. on a 4 places à bord. C'est déjà assez serré parce que quand on met 50 tonnes dedans, le bébé, il fait que 25 mètres, hein, donc, c'est Ouais, un peu serré. Après, les cargos, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est quand même sur des bateaux qui ont une échelle qui est démesurée. ouais, Les porte-containers, maintenant, ils font 24 000 boîtes. Quand on parle de boîtes, c'est des containers de 20 pieds. Et j'entends. 24 000, ça commence à faire énormément de boîtes. Et aujourd'hui, le problème qu'on a dans le monde en général, c'est que tout est transporté. On le voit avec le Covid et avec l'inflation qui est en ce moment. Le bois, on l'exporte aux États-Unis, en Chine, et après, on l'importe du Canada et de l'Allemagne. Mais pourquoi on fait ça? Parce que le transport ne coûte rien. Parce que quand on est capable de mettre 24 000 boîtes chargées sur un bateau, et ben, le bateau, il va peut-être consommer 20 ou 30 mètres cubes par demi-journée. Mais ces 20 ou 30 mètres cubes ramenés au nombre de boîtes, c'est ridicule, quoi. Ouais. Et le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on transporte tout et n'importe quoi pour rien et que le transport ne coûte que dalle. Et c'est Et pour ça, si tu veux que nous, on a un mouvement de recul. Je trouve l'idée géniale de mettre nos étudiants sur des cargos, mais j'ai un mouvement de recul parce que ça consiste quand même à cautionner des échanges commerciaux de masse qui, si ramenés à la tonne, sont peu impactants. C'est quand même pas forcément la bonne solution. Je préfère le ouais, modèle mais de. non, on les cautionne pas en allant sur les bateaux pour voir comment ça fonctionne et se faire une vraie idée de l'industrie. Parce que C'est ce que tu sur un disais. bateau, on va vraiment retrouver l'ensemble des matières qu'on peut avoir dans ce que vous formez. On va avoir de la chaudronnerie, de la structure, du métal, de la vapeur, De de la thermo. l'électronique. On a de l'électronique, on a de l'électricité. On a vraiment toutes les matières en fait de l'ingénieur. Et ce qui permet de cautionner aujourd'hui, c'est d'aller acheter des fringues au printemps et puis d'en racheter à l'automne, de les jeter l'année prochaine et de recommencer le printemps d'après, quoi. Ouais. C'est consommer à outrance et penser qu'on a besoin en fait de combler un besoin qui n'existe pas, quoi. Et aujourd'hui, on a plein de gens dans le marketing qui sont des champions justement pour faire croire qu'on a des besoins autres que le besoin social et de profiter de la vie comme elle est et de prendre le temps de faire les choses, quoi. C'est Donc, intéressant ton approche parce que en fait, tu dis ne vous mettez pas des freins sur ce que vous pourriez faire du point de vue professionnel et scientifique, c'est-à-dire aller sur les cargos pour apprendre des métiers et voyager si nécessaire. Néanmoins, c'est dans votre consommation perso que vous avez des leviers d'action pour ralentir les choses. Vachement intéressant. Aujourd'hui, comme tu l'as vu, hein, on a fait 22 minutes à 20h30 sur France 2 hier soir.
L'idée de ce reportage, nous, c'est pas de vendre plus parce que de toute façon, on n'est pas en capacité de produire plus pour l'instant. C'est vraiment de faire passer des messages. Et les messages qu'on veut faire passer, c'est l'écologie, c'est pas une punition. Nous, aujourd'hui, on transporte des produits dont on a raisonnablement pas envie de se passer, mais qu'on ne trouve pas de façon décarbonée. Et l'idée, c'est de trouver ces prétextes-là. Ça va être le café, ça va être le chocolat. On va continuer à développer notre marque. On fera de l'huile d'olive, on fera du rhum, on fera des épices. Et j'ai bien en tête, en fait, dans quelques années, de pouvoir prendre un bateau et au lieu de faire mon tour du monde en 80 jours, le faire en 80 escales par les trois caps. Et ça me fait vraiment rêver, en fait, comme projet. Mais l'idée, c'est vraiment, est-ce qu'il y a des choses dont on a vraiment besoin et regarder ce dont on a besoin. Et comme moi, je suis parti de mon salaire de capitaine première classe avec mes 15 mois à 5 000 par mois pour aller monter ma société, j'étais arrivé à la conclusion qu'en fait, l'argent, j'en ai pas besoin pour vivre. Moi, j'ai besoin de différentes choses. Et mes piliers, ça va être quoi? Ça va être la famille, le travail, les amis. Et une fois que j'ai ces trois éléments-là, je suis heureux. Et l'argent derrière, on en a besoin pour manger, mais au final, on n'a pas besoin de tant que ça, quoi. Donc C'est vachement peut-être qu'il y important. en a. Ça, ça, c'est, c'est un truc, c'est un message qu'on essaye de faire passer nous aussi. Je pense que la génération, quand je dis la génération, c'est les post-Covid, à partir du Covid, les ingénieurs maintenant en formation et dans les 2, 3, 4, 5 années, 4, 5 années qui vont venir, sont des gens qui vont remettre les choses un peu dans l'ordre. Et le trio que tu viens de dire, là, travail, enfin surtout famille, amis, travail, qui fasse sens, moi je rajouterais ça, qui fasse sens. Que si ça ne fait pas sens pour toi, si tu n'es pas à l'aise avec ta vie, c'est qu'il y a un truc qui marche pas, quoi. Et il faut le changer. Et je pense que ces gamins-là, qu'ils soient ingénieurs ou autres, ils vont changer ces choses-là. Vous êtes vraiment un exemple génial, je trouve, de ce qu'on peut faire en Après, il y a France. des risques, en fait. Le Et problème, oui, là, de tous ceux qui nous écoutent, c'est que vous allez être ingénieur. Vous allez gagner très bien votre vie assez rapidement. Vous allez avoir envie de stabiliser les acquis en prenant une maison, en allant chercher une voiture, en allant chercher tout ça. Et ce qu'il faut faire, en fait, dans sa vie perso, je pense, c'est ce qu'on fait nous au travail. Quand on va quantifier un besoin, on va toujours essayer de le qualifier. Le problème du technicien, c'est qu'il va vouloir le top du top. Donc, ça va être le cas pour certains pour la voiture. Moi, c'est un peu le cas pour le bateau. ouais, Mais l'idée, c'est toujours de se dire, voilà, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller là-dedans, quoi? Et moi, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une grande surface et je sais que je n'irai jamais plus dans ma vie dans une grande surface. Parce que j'en ai pas besoin, parce que pour manger, je vais faire les marchés, je vais voir les producteurs, etc., etc. Et on a vraiment la possibilité en fait de regarder le système et de se dire si je vais voter, mon vote il sera dilué, on ne l'entendra pas. Par contre, si je vais consommer, je vais pouvoir soutenir des initiatives qui me plaisent, que j'ai à cœur, et je vais pouvoir vraiment choisir où est-ce que je mets mon argent et qui je soutiens. Et on a c'est clair. tellement plus en fait de pouvoir de décision, y compris politique en fait par notre acte de consommation et d'achat, qu'on est vraiment des consommateurs en fait. Et c'est là qu'on a un vrai poids parce que si personne allait au McDo, ça n'existerait plus, quoi, C'est tout ça, simplement. c'est ça, on est d'accord. Euh, comment avec Grain de Sel, tu étends cette vision et la réflexion que tu peux mener avec tes concurrents? C'est-à-dire, tu regardes les gens qui font les voyages très planifiés dont tu parlais, qu'ils soient à grande échelle ou à moyenne échelle. Et donc, toi, tu arrives et tu te dis, regardez, moi, je fais un truc à petite échelle pour l'instant, mais c'est complètement décarboné. Est-ce que tu penses qu'il y a valeur de modèle pour eux Ah, ou c'est juste, ils vont se dire, ah, ok, la petite boîte loufoque qui s'y croit. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a valeur non, on n'a pas la d'exemple? prétention de donner des leçons ou d'expliquer aux copains comment il faut faire, loin de là. Nous, on a plus la prétention d'agir. Et après, on peut en parler quand on a agi, en fait. Aujourd'hui, on a ce premier bateau. Demain, on va en faire un plus gros dont je pourrais parler après. Mais l'idée, c'est plutôt de montrer que malgré le fait qu'on ait des idées qui soient lourdement utopiques, on est capable, par le travail, en travaillant très sérieusement, mais sans pour autant se prendre au sérieux, de les réaliser, de les rendre viables et d'écrire notre histoire autour de ça. Et aujourd'hui, on a tous une vie qui est très courte, en fait, et qui, des fois, se finit plus tôt que prévu. Mais aujourd'hui, moi, je peux partir serein parce que je me suis accompli et qu'est-ce que je me suis marré, quoi. Et l'idée de la vie, c'est quand même ça, c'est de se marrer, de se payer une bonne tranche. C'est pas de payer une maison, d'avoir une belle voiture et de réussir à acheter le dernier fringue à la mode, quoi.
En Alors tout cas, c'est ma vision, quoi. non, mais tu prêches un converti. Et, alors moi, j'ai pas envie de partir, hein, je te le dis tout de suite, parce que j'aimerais bien me marrer et continuer à me marrer. Mais effectivement, il y a cette notion d'aller chercher le sucre de toute minute vécue. Et ce que j'aime aussi, c'est l'humilité qu'il y a dans cette approche, c'est dire, bon, ben voilà, quoi, j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai cherché le meilleur dans chaque moment. Mais surtout, avec les autres. Avec les autres. C'est ça qui Ouais. m'intéresse dans votre démarche. Je vais prendre un exemple de quelque chose qu'on est en train de faire, là, sur lequel on se posait beaucoup de questions. Aujourd'hui, on a des tablettes qui sont bio parce qu'on considère ça normal. Ouais. Et on n'est pas commerce équitable et en fait, on se dit qu'on ne le sera jamais. On s'est rendu compte avec le Alors, commerce équitable pourquoi? Et que tu peux expliquer ce que c'est le commerce équitable et pourquoi voilà, ouais, le commerce équitable, le principe, c'est que tu vas acheter ta matière première plus cher que le prix. L'idée étant que les producteurs derrière, en fait, aient plus d'argent. Et on se rend compte par les audits qu'on fait, par les rencontres qu'on a, qu'il y a certains producteurs qui sont commerce équitable. Eux, ils ne le savent pas. Par contre, il y a trois cochons qui s'en mettent plein les fouilles dans la coopérative qui le savent très bien. D'accord. Et du coup, au lieu d'envoyer de l'argent dans des pays où les niveaux de probité ne sont pas les mêmes qu'en France, on est en train de faire les choses de façon beaucoup plus compliquée. Et on se dit, cet argent qu'on pourrait mettre dans ce logo commerce équitable, en fait, on va le mettre au producteur, mais on va pas le mettre en forme d'argent. Donc là, on a créé une fondation aux États-Unis qui s'appelle Grain Sale Foundation. Le principe, c'est on met exactement le même montant que ce qu'on mettrait dans un logo commerce équitable. Par contre, on le fait travailler nous-mêmes. Donc, on va le mettre dans cette fondation aux États-Unis. On va essayer de récupérer d'autres fonds avec. Et après, on va aller investir dans des projets. Donc, nos projets, ça va pouvoir être des usines de transformation de masse de cacao. Ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais nous, on ne transporte pas de la fève de cacao, contrairement à la plupart des gens. C'est vraiment de la masse de cacao. La masse de cacao, c'est quoi? C'est de la fève qui est torréfiée. Ça pourrait paraître absurde parce qu'on est torréfacteur, mais en fait, on trouve très important de laisser de la valeur ajoutée dans les pays producteurs. Alors attends, On va... ça veut dire que c'est eux qui travaillent la fève pour la masse, ça devient c'est quoi? C'est une espèce de C'est de la pâte fève. épaisse? Alors, le cacao, on a la cabosse. Ouais, Quand on l'ouvre, en fait, on se retrouve avec de la fève qui est dans ce qu'on appelle de la baba, c'est de la pulpe. ouais, Il y a une fermentation qui est faite avec ces fèves-là pendant 6 jours. ouais. Et au bout de 6 jours, en fait, on les fait sécher. Et normalement, en fait, les producteurs de chocolat prennent ces fèves-là, les torréfient et le font. Et nous, en fait, on laisse le maximum en fait, de transformation. Et du coup, on les fait torréfier là-bas, de Donc façon à créer des en emplois en plus, local. et en fait, vous les rémunérez pour ce service-là également. Donc pour eux, Ouais, ça les fait faire deux, trois choses en plus pour lesquelles ils sont rémunérés, j'imagine. on serait un peu mal à l'aise de venir prendre la matière première, de dire merci, au revoir, quoi. Ouais, ouais, salut, On bye. trouve Ouais, ça cool ouais, de laisser justement de la compétence. Et voilà, la torréfaction, on l'expliquait tout à l'heure, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même un travail. Et ça laisse de la valeur ajoutée dans les pays producteurs. Pour en revenir du coup à la fondation, l'idée, ça va être vraiment de financer des projets. Alors, ça peut être des projets pour la communauté en général. En escale dans ces pays-là, on prend le temps d'aller rencontrer les producteurs. On prend le temps d'aller voir les écoles, rencontrer les directeurs des écoles, identifier les besoins. Donc, ça va être du matériel scolaire, du matériel agricole, mais ça va être aussi de l'accompagnement avec l'emploi d'ingénieurs agronomes qui vont aller au sein des installations de façon à pouvoir accompagner des conversions en bio, mais également accompagner en fait les producteurs. L'idée, c'est qu'un cacaoyer, ça va pouvoir vivre 140 ans, et du coup, une nouvelle génération, c'est 25 ans. Donc, il y a plein de générations, en fait, ils n'ont jamais replanté. Et leur expliquer que le cacaoyer qui a 80 ans, qui commence à moins produire, il faut le couper pour en mettre un nouveau et que dans 3 ans, il produira, c'est un petit peu difficile. Mais si on ne le fait pas, il y a un moment où la production elle s'effondre et ils ne sont plus en capacité de produire. bien sûr. Donc, effectivement, ce ne sera pas commerce équitable, mais par contre, on mettra les actions de façon à être cohérent avec nos valeurs. Et Et aujourd'hui, pérenne. Et pérenne. aujourd'hui, nous, on n'a pas de cohérence à aller payer un label pour se faire mousser, pour être accepté dans certains Alors, magasins bio. ouais, Et alors pour c'est ça, revenir au tu magasin faisais cette distinction. Alors attends, je vais montrer si on arrive à voir. Là, on a une plaque de chocolat noir donc, qui n'est pas bio. Attends, je ne sais pas si on voit. Attends, je recule. Je vais si, il est trouver. bio Voilà. celui-là. Il est bio celui-là? Ah oui, il est bio Ouais, ils celui-là. sont tous Il y a le bio. Ouais. logo. Par contre, celui-ci, je crois qu'il ne l'est pas. Attends. Si, tous nos produits sont bio, hein, c'est une Ah, certitude. tous vos produits sont bio du coup. Ouais, ouais. OK. OK. Ça, c'est Bon, alors marqué j'ai en dit une gros en bas à connerie. droite. Ah oui, oui, tout est bio, pardon. Non, les magasins bio, aujourd'hui, on est en grande surface. Il y a une raison écologique derrière. L'idée, c'est, premièrement, les grandes surfaces, il y a un marché qui est beaucoup plus grand que dans les magasins bio. Et changer le système, il faut le faire de l'intérieur.
Du coup, on essaie nous de se battre pour ne pas se retrouver enfermé dans un petit rayon bio au fond à droite du magasin parce que on Ouais, considère que le petit rayon au fond à droite, ça devrait être rayon perturbateur endocrinien et d'accord. on devrait y mettre les copains, quoi. Ouais. Et après, la deuxième chose, c'est qu'en fait, des systèmes comme ça, on peut les blâmer, on peut dire qu'ils tuent les petits commerçants, mais en fait, ils sont très efficaces. Aujourd'hui, quand on va livrer les grandes surfaces, on va livrer 4 centrales d'achat. Et derrière, il y a une optimisation de la logistique qui fait que tous les camions tournent à 100%. Si nous, on voulait faire cette logistique à terre et livrer nos magasins bio, on le fait, hein, mais ça veut dire que tu charges un camion à 100%, puis il va aller livrer le premier, le deuxième et les autres. Et 90% du temps, il tourne à vide, quoi. Et du coup, on n'est pas là pour blâmer les copains qui sont dans l'industrie ou ailleurs. Et au contraire, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce que nous, le seul rêve qu'on a, c'est de voir des grosses sociétés qui se disent non, mais attends, si les trois branleurs au fin fond de leur Bretagne, là, ils arrivent à en vivre, à créer des emplois et à avoir des bateaux et à se marrer, pourquoi nous, on ne le ferait pas alors qu'on fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires? Et Alors c'est le la seul question choix se qu'on veut, quoi. pose, mais la question se pose du passage à l'échelle, c'est-à-dire que je ne sais pas si tu connais la fable, je vais essayer de la raconter sans me planter, du mec qui est en train de pêcher un poisson et il y a un autre mec, on va dire que c'est un Américain, qui le regarde et qui dit mais vous pourriez passer à l'échelle et acheter, vous êtes un bon pêcheur et vous achetez une barque et vous allez prendre plein de poissons et ramener plein. Ok, alors le mec il achète une barque et puis il revient et il a encore plus de poissons et l'autre il dit mais si vous achetez deux barques, vous allez en pêcher encore plus, etc. Et donc il monte. Et en fait, à la fin, le mec lui dit, mais j'ai plus envie d'acheter d'autres bateaux parce que j'étais très bien avec mon premier bateau. Bon, j'ai très mal raconté la fable. Et donc la question, elle est pour moi dans les deux sens. C'est-à-dire que tu pourrais avoir un industriel qui vous regarde et qui dit, putain, les gars, ils font un truc génial, on va faire la même chose. Mais pas à leur échelle. C'est-à-dire que je pense que tu prends Lint, ils ne vont pas pouvoir faire ce que vous faites, sauf sur une petite unité, tu vois, qui à ce moment-là viendrait se mettre en concurrence avec Grain de Serre. Et inversement, vous, à quel moment vous passez à une échelle qui est plus tenable? Tu vois, est-ce que vous vous êtes posé ces questions? Ouais, je ne sais pas s'il y a des échelles plus tenables. À nous, notre société, l'idée, on en a parlé tout à l'heure, on a la deuxième chocolaterie qui remplacera la première, là, qui est Ouais, en cours de mise en service. Cette chocolaterie, elle sera capable de produire 500 tonnes sur 8 heures, 1000 tonnes sur des horaires un peu étendus. On comprend bien qu'avec notre petit bateau qui peut charger 50 tonnes, ça ne le fait pas. Et du coup, ça fait déjà un an qu'on travaille sur le prochain. Nous, l'échelle à laquelle on s'arrêtera, c'est des bateaux de 50 mètres. 50 mètres, on dit on fait deux fois la taille. En fait, on va faire 7 fois la capacité de chargement. Parce qu'on augmente la longueur, on augmente la largeur, on augmente la hauteur. Et du coup, on pourra charger 350 tonnes sur cela. Ça, c'est le premier effet de levier. Le deuxième effet de levier, c'est la longueur de coque. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'hydrodynamisme, en fait, la vitesse de carène correspond en fait à la longueur. Et du coup, avec ce premier bateau, on fait aujourd'hui 4 semaines pour faire un Saint-Malo-New York. Avec le prochain, on en mettra deux. deux, Et du deux, coup, ouais. ok. Et là, l'idée, c'est vraiment, ce bateau, il est en cours de chiffrage dans les chantiers. Notre objectif, c'est de poser la première tôle premier trimestre 2022 et de commencer à le mettre en exploitation en 2023. D'accord. Euh, Attends. Alors, en gros, vous doublez à peu près les capacités. C'est-à-dire que vous allez deux fois plus vite et à peu près deux on fois va deux plus de fois plus cargo. vite, mais on charge quasiment 10 fois plus. 10 fois plus. Putain. OK. Voilà. Et on reste sur un pur voilier qui sera autonome en énergie ou pour le chauffage, ben, on mettra une centrale à granulés parce que c'est le cycle court du carbone et que c'est très cohérent, etc., etc. On pousse le vis à fond, quoi. D'accord. Et c'est beaucoup plus rigolo. C'est pareil, là, sur notre usine, elle est passive. On a 240 kilowatts de panneaux solaires sur le toit. C'est vraiment, en fait, on essaie de mettre nos valeurs là où elles sont. Et quand on fait des investissements, le but, c'est pas de se faire plaisir et d'avoir des dividendes qui tombent. C'est de faire des objets qui soient beaux, de montrer qu'on peut le faire et que nos petits-enfants, ils regardent ça quand ils seront grands en disant, le grand-père, il avait envoyé du lourd, quoi. C'est clair, mais vous envoyez du lourd, c'est clair. Et donc, je reviens à ma question, là, Loïc. Le truc, tu vois, c'est que là, vous Donc, avez déjà poussé un peu les limites de l'enveloppe avec le deuxième bateau. Lorsque le deuxième bateau aura fait alors, quelques traversées et que vous aurez mis ça en route, est-ce que vous allez vous poser la question d'un troisième bateau avec des ouais, capacités? mais c'est même pas la question, c'est on fera un troisième bateau. Là, le développement après, nous, c'est un centre de production à Morlaix qui permet d'arroser l'ouest de la France avec son bateau. On travaille depuis maintenant presque un an là, sur le prochain centre de production qui sera dans le nord, qui lui sera 2 fois plus gros parce qu'il y a le marché parisien, il y a les Belges,
Il y a l'Allemagne qui est pas loin et l'idée, c'est vraiment d'arroser. Et l'objectif de notre société, ça va être de développer en fait les structures en gardant des structures à taille humaine avec Ouais. 30, 40 employés, une vingtaine de personnes en situation de handicap, voire une trentaine, et en fait de multiplier les structures. Ouais. Et moi, je vois pas trop de limites dans ce système-là parce que ça permet d'avoir un fonctionnement qui est familial, de connaître tout le monde en fait dedans, de stabiliser les gens par les valeurs qu'on a dans notre société. Et du coup, la limite, aujourd'hui, on s'en fixe pas, quoi. On sait que notre objectif en 2024, c'est de faire nos 20 millions de chiffre d'affaires et d'avoir deux centres de production et deux bateaux avec le troisième en construction. Après, l'idée, ça va être de continuer de développer pour faire de l'international après. Aujourd'hui, on vend du vin aux États-Unis, c'est pas pour faire de l'argent, hein. C'est simplement pour devenir importateur, exportateur, avoir des sociétés, se créer un réseau, se faire la main avec toutes les spécificités réglementaires et administratives là-bas et continuer d'avancer, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des limites d'échelle? Non. On parlait des industriels. Là, il y a un projet qui est en cours de construction dont on parle assez peu parce qu'ils ne sont pas à en parler trop. Ils préfèrent agir. Ils sont un peu comme nous. C'est le projet Canopé. Donc, Canopé, c'est l'assemblage entre une petite boîte de Lorient qui s'appelle Zéphyr et Boré, qui appartient à des copains, et un armement maritime qui est à Aix-en-Provence qui s'appelle GIFMAR. Et en fait, ces copains, sortis de leurs écoles d'ingénieurs, ils avaient fait leur mémoire de fin d'année sur le transport à la voile. Et après, ils s'étaient dit, allez, on monte une boîte, on va essayer de faire des cargos à voile, quoi. Ils ont bossé pendant 5 ans, en fait, à deux sur ce projet-là. Et un jour, il y a un appel d'offres qui est sorti par Airbus pour transporter la fusée Ariane à la voile. Et ces deux-là, ils sont comme moi, ou comme vous, ils sont sortis de leur école d'ingé et ils ont dit, on monte notre boîte. Et tous les bureaux d'études très sérieux, ils ont mis 5 personnes à travailler pendant 2 mois dessus. Ils ont répondu à l'appel d'offres. Et en fait, les deux copains, avec leurs 5 ans à deux, ils avaient un projet qui était tellement plus abouti que les meilleurs bureaux d'études qu'ils ont Tu vois rentré. ça? Ils C'est ont bien. gagné cet Allez, appel les d'offres. ingés, super. Et du coup, là, aujourd'hui, ils sont en train de construire un bateau de 140 mètres, qui aura 4 poteaux 140 de 50, mètres. ouais, qui aura 4 mètres 50 mètres, qui va être propulsé à la voile. Euh, Ils ont une différence par rapport à nos projets, c'est que nous, on fait 100% de la voile. Aujourd'hui, l'industrie maritime, c'est des hub and spoke. Donc, il y a les grands ports, ce qu'on appelle les hubs, qui sont Singapour, Amsterdam, Rotterdam. Il y a les spokes qui sont les secondaires. L'aviation est vraiment organisée de la même façon, quoi. Et nous, l'objectif de nos bateaux, c'est pas avoir besoin de réserver la place à quai, être capable d'aller dans les spokes, justement, les ports secondaires, qui sont des ports pour certains morts. On regarde Saint-Malo. Moi, je suis de là-bas. Il y a un bateau qui fait du nitrate une fois toutes les 2 semaines. Mais sinon, à part de la galette saucisse, ils font rien, hein. Et aujourd'hui, eux, ils auront quand même cette nécessité d'avoir une propulsion mécanique pour pouvoir assurer les heures d'arrivée. Mais ils vont avoir une économie d'énergie qui sera 70, 80, 90%. Et dès qu'il y a du Alors, vent, ça va avancer, quoi. ça, en termes de taille, on est au troisième niveau par rapport au grain de sel 1 et grain de sel 2. C'est ça, le Ouais, bateau c'est dont... ça. Ouais. Et Et après, il y a d'autres projets comme Neoline ou des projets comme ça, où c'est des bateaux. Donc là, la difficulté, c'est toujours la même. C'est la voile, ça coûte plus cher. Le transport coûte plus cher. Il y a des investissements à faire qui sont consistants. Et puis, on sait, c'est des choses qui sont nouvelles, quoi. Mais nous, quand on voit Airbus qui vont financer un bateau de 140 mètres, il y en a plein qui diront que c'est du greenwashing. Mais c'est du bon greenwashing parce qu'ils sont en train de prendre des risques industriels à essayer des systèmes qui n'existent pas et à mettre des dizaines de millions d'euros en face. Et quand ces systèmes ils seront matures, évolués et qu'ils auront été industrialisés, ils seront accessibles et nous, on pourra les utiliser aussi. Et ça, d'accord. c'est super. Alors, je vais essayer de raccorder ça à nos projets à nous en tant qu'école et réseau d'écoles, hein. À Polytech, on a un paquet d'écoles en France. Et donc, on est sous le coup, comme tous les ingénieurs. La commission de titre d'ingénieur demande à tous les étudiants ingénieurs de faire au moins un semestre à l'étranger. Une bonne partie de tous ces étrangers, de tous ces ingénieurs français, qu'ils soient de Polytechnique ou de Polytech ou de Centrale ou de INSA, etc. Bon, une partie d'eux vont en Amérique. Et donc, se pose la question de vol par avion qu'il va falloir gérer à un moment ou à un autre. Et donc, avec quelques collègues, on commence à se poser la question très sérieusement de comment on pourrait organiser des passages d'étudiants à travers l'Atlantique. Donc, je sais qu'il y a des individus et des armateurs qui proposent ce genre de voyage pour des passagers. Est-ce que tu penses qu'il y a une piste avec les cargos voiliers
comme vous et autres dans les années qui vont venir, où vous pourrez caser des gens un peu qualifiés qui pourront vous aider sur le bateau ou faire des études sur les bateaux, ou est-ce que c'est une fausse piste? Non, c'est pas une fausse piste. Après, les bateaux, il faut qu'on les construise. Ils sont Ouais, pas encore là, on quoi. n'y est pas, j'entends, j'entends. Ils sont dans Ouais, les PowerPoint, quoi. ouais, ouais. C'est trop tôt, c'est ça que tu me dis. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais par contre, envisager d'aller travailler avec la CMA-CGM ou d'autres armateurs qui sont avec des très gros bateaux et voir un petit peu comment ça se fait. L'impact carbone, il sera bien moins qu'en avion. Ouais, Ce ne sera pas aussi cinglé que Greta qui partait sur des bateaux de course. ouais. Ou d'ailleurs, l'impact carbone, en fait, quand on regarde le charbon qui a été utilisé pour faire le bateau, on peut se poser la question quand même. Et oui, alors ça rejoint une des questions une des choses on a évoquées, toi et moi, lors de notre première conversation, qui était au sein du groupe de travail DDRS, nous, quand on nous a proposé les cargos pour les étudiants, on s'est dit, ouais, alors il y a le problème du fuel. Toi, ta réponse est, attends, il y a des bateaux qui sont de plus en plus performants et des fuels qui sont expérimentaux qui vont être intéressants. Donc, il faut promouvoir ce genre de choses. Mais la deuxième question qu'on se pose, et c'est vraiment un calque qu'on applique à tout processus, nous, avant de dire, bon, on met un blanc-seing là-dessus, c'est l'histoire du cycle de vie. Parce qu'effectivement, pour construire des bateaux en résine et équipés de nos bateaux de panneaux solaires et d'éoliennes en plastique, il y a quand même une empreinte carbone qui est majeure. Je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train de faire une espèce de liste. Et donc, ça vaudrait le coup, effectivement, d'avoir une approche complète sur votre projet et tous les autres projets équivalents, dire, bon, qu'est-ce que c'est que le cycle de vie d'un grain de sel, par exemple? Ouais, on serait très intéressé de pouvoir faire ça. Mais après, ce qu'il faut comprendre, de toute façon, c'est à partir du moment où on vit, on a forcément un impact. Bien Là, on sûr. est dans le port de Brest. J'avais des copains la dernière fois, ils sont arrivés il y a 3 jours de nuit sur un bateau du 14e siècle breton. Donc, c'est un Ouais. bateau en bois et en peau de vache. Il faut un troupeau pour le faire parce qu'ils ont 70 peaux de vache. Et malgré ça, en fait, quand ils discutent, effectivement, eux aussi, ils ont un impact. Eux C'est aussi, sûr. ils font du carbone et à partir du moment où on vit, on a forcément un impact. Après, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose énormément sur les prochains bateaux. On arrive à des paliers technologiques où là, il y a un bateau en carbone qui est derrière moi, plus loin là-bas. Quand je regarde son gréement, je sais qu'on ne peut pas utiliser ça parce que les câbles qui tiennent ces mâts, c'est de l'inox et c'est des câbles qui doivent être changés tous les 80 000 km. Sauf que 80 000 km, c'est ce qu'on pourra faire en un an avec un bateau. Donc effectivement, si on fait de la voile, mais qu'à côté de ça, on a une rotation énorme sur le matériel et qu'on n'est pas sur du low-tech un peu agricole. Et nous, l'idée, c'est vraiment de faire du low-tech agricole et de ne pas aller inventer la lumière, quoi. C'est d'aller faire ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'on n'a pas de subvention forcément sur nos bateaux, parce qu'on ne nous considère pas innovants. Ça Oui. peut paraître absurde, mais on n'est pas innovant. Bah C'est non, non, terrible. non. Vous êtes innovant à rebours et c'est C'est ça qui est intéressant. c'est l'objet dans son ensemble qui est innovant. Bien sûr. Bien sûr. C'est l'insertion de cet objet dans une viabilité économique qui est innovante. Mais nous, on va voir l'ADEME, ils nous disent non, on ne vous finance pas, c'est pas innovant. Après, on ne le Ouais. voit pas comme un souci parce qu'on veut vraiment des sociétés qui soient viables et qui n'aient pas besoin de subventions pour survivre. Parce qu'à Ouais. partir du moment où on vit avec des On est d'accord. subventions, ça tient qu'un moment, quoi. On est d'accord. C'est ce que ça rejoint le début de la conversation où, en France, on a un tissu économique des aides qui permettent de lancer des boîtes, mais après elles deviennent atrophiées parce qu'elles sont habituées aux subventions et c'est très très dur de les faire vivre sans subvention derrière. Donc c'est un réflexe vital, génial que vous avez là de vous en affranchir dès le départ. Et je casse pas enfin, c'est bien, c'est le système français marche vachement bien pour démarrer les boîtes. Euh, donc, euh, donc je voudrais juste finir sur cet axe de questions là, Loïc, parce que moi, c'est une piste que j'aimerais creuser à long terme en posant les questions à Just a toi et minute, à d'autres I'm on a marins. meeting. Ouais, Vas-y, pardon. On te laisse non, c'est bosser. bon. Tu as besoin d'y aller? Non, non, pas du tout. Ok. C'est le voisin hollandais qui voulait me poser une question, mais Vas-y, je vais vas-y, rester fais-le avec vous. intervenir, Non, c'est non, trop sympa. il parle anglais comme une vache espagnole. Ça va être compliqué. Non, je suis désolé, vas-y, reprends. L'idée, c'est
comment créer une société en France, c'est ça un peu Non, 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 non. Ce que je disais, je voulais juste finir sur cette idée de mobilité douce. Donc, un des trucs qui va animer ma recherche de cette année qui vient, cette année universitaire, c'est de dire comment je peux identifier des pistes de travail pour nos ingénieurs sur cette idée de mobilité maritime douce. Donc, je pense que vous ouvrez une voie qui n'est pas encore une voie pour transporter des passagers. Mais donc, toi, tu recommanderais quoi pour ces étudiants qui doivent aller au Canada ou en Amérique du Nord? Ouais, il y a plein d'options. La voile, le problème, c'est que ça peut coûter de l'argent quand même. Ouais, Après, il y a plein d'associations, des bateaux à voile qui font du transport. Il y en a encore quelques-uns, mais c'est des vieux gréements en bois. ouais, Après, l'inconvénient, c'est que les vieux gréements en bois, ils partent à l'automne, ils reviennent au printemps. ouais. Du coup, c'est assez compliqué, mais je pense que vraiment les cargos, ça peut être très intéressant parce que, outre le voyage, il y a vraiment de la technique qui est hallucinante à bord. Aujourd'hui, D'accord. on a plus de technique qu'à terre, en fait. Si on prend par exemple l'électricité, à bord, on produit, on consomme, mais on va avoir tous les problèmes qu'on peut avoir sur des réseaux fermés, avec les problèmes d'harmonique, avec du coup, des filtres harmoniques qui permettent de faire face à ça. Et on n'est pas sur un réseau à terre où on peut tirer et balancer n'importe quoi derrière. Le réseau, il reste stable, quoi. C'est D'accord. très facile de polluer un réseau. Et ça, c'est très rigolo. OK. Bon, donc de toute façon, bah, je suivrai vos progrès et puis je me tiendrai au courant et je te tiendrai au courant de quelques pistes que je trouve. Et si tu pouvais également de ton côté, si tu sais, que tu connais quelqu'un qui se lance dans cette idée de faire traverser des passagers de façon décarbonée, ça nous intéresse. Mais pas que Avec moi, hein. Je plaisir. pense qu'on est en Ouais, train ouais. de toucher du doigt un paquet de gens, donc des ingénieurs qui vont devoir partir et qui n'ont pas envie de prendre l'avion. Donc, on va les pousser vers les cargos en attendant. Euh, et donc, aujourd'hui, donc tu nous as décrit l'étape d'après avec le bateau d'après, qui sera plus grand, plus rapide. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en termes de fournisseurs? C'est-à-dire que vous allez travailler toujours avec les mêmes ou vous allez essayer d'avoir davantage de fournisseurs? Est-ce qu'il y a un passage à l'échelle également de ce côté-là ou en Non, fait, il y a un peu une différence. Aujourd'hui, on a acheté de la masse de cacao. Demain, on ne sera pas en capacité d'acheter de la masse de cacao. ouais, Et du coup, on a embauché des gens à temps plein qui vont justement rencontrer les producteurs. On va acheter de la fève et on va la faire transformer dans les pays. d'accord. Et du coup, c'est un peu le changement. Non, mais ce sera vos C'est qu'on va, sociétés dans les pays. ce sera des sociétés en local, ouais, Ouais, des coopératives locales. Mais par contre, au lieu d'acheter de la masse, on va aller chercher les producteurs avec de la fève et ça nous permettra en fait de fiabiliser le sourcing et d'avoir également une meilleure traçabilité. d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète de la masse de cacao, on connaît les producteurs ou en tout cas ceux de la coopérative. Après, est-ce qu'on est vraiment en capacité d'identifier quelle fève vient de chez qui? Comme elles sont toutes mélangées, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, Et du coup, le changement d'échelle, c'est justement l'internalisation de ce sourcing où maintenant on a une échelle où on est en capacité d'avoir plusieurs personnes sur le terrain en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, qui sont en permanence à aller rencontrer les producteurs, les accompagner dans la gestion des exploitations quand ils en ont besoin et suivre l'évolution en fait de ces exploitations, quoi. mais ça, ce sont des Français, ce sont des Bretons comme toi, ou c'est des gens Non, 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 locaux? C'est des locaux. c'est des Colombiens, c'est des gens de Dominique républicaine, c'est des gens de là-bas. D'accord, Ça sert d'accord. à rien Ok, cool. d'envoyer des expats pour piquer des compétences qui sont vraiment présentes là-bas, quoi. Ok, cool. Ok. Et quand ils vous voient arriver avec le voilier, ils se disent, mais ils sont cinglés, ceux-là? Ou comment ça se passe, la création de relations avec un fournisseur là-bas? Ouais, ils nous prennent pour des cinglés, ouais. Mais on l'est, hein, C'est bien, c'est et on bien. l'assume. C'est vrai, c'est ça. J'allais dire, c'est parfait. C'est nous les cinglés. Ouais, ouais. Bien vu. Ok. Bon, alors, on arrive doucement. On a déjà balancé un paquet d'infos, mais si tu pouvais me donner un message aux étudiants. Alors, nos étudiants, je te disais, dans tout le réseau, on a plein de filières, mais effectivement, je pense que tu en as une bonne idée. Ça passe de l'informatique à la science, aux sciences et techniques de l'eau, en passant par l'alimentaire, à l'électronique, à la chaudronnerie, etc., etc. Et l'environnement. Quel message tu donnerais aux gamins qui sortent de prépa, qui rentrent dans nos écoles
et qui vont se chercher professionnellement. Ça rejoint un peu ce que tu m'as dit quand tu as commencé à te décrire toi. Mais qu'est-ce que tu dirais à un gamin de 20 ans qui va devenir un pro et qui va créer des systèmes pour la société dans les années qui viennent? Ce qui est important au début de la carrière, c'est de se faire mal, quoi. C'est d'aller dans des gros groupes. Se faire mal, c'est ça que tu as dit? Se faire mal? Ouais, clairement, ouais. Se frotter à la réalité, quoi. Ouais. S'affronter à la réalité, aller dans des grosses structures avec toujours des personnes au-dessus de soi qui permettent en fait d'acquérir des compétences, que ce soit des compétences en termes d'organisation, en termes de gestion. Pendant vos années d'études, là, ce que vous allez apprendre, c'est des principes, mais vous ne saurez pas les utiliser et vous n'aurez pas forcément en fait, la capacité à gérer un projet, à gérer des difficultés et à avancer en fait. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est vraiment très cool. Par contre, il ne faut pas le commencer trop tôt parce que sinon, on part au carton. Et pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir acquis en fait, des méthodes de gestion, de management et une compréhension des systèmes que vous n'allez pas pouvoir avoir dans vos études, mais que vous aurez dans vos expériences. Et quand je dis se faire mal, c'est aller dans des postes où vous allez découvrir que peut-être qu'en prépa, vous avez eu l'impression de travailler. Vos 3 années en école d'ingé, il va y avoir pas mal de cuites et ça va être plutôt cool. Et le travail, en fait, il va vraiment commencer derrière. C'est ça. Et qu'une journée de travail normale pour un ingénieur, 12 heures, 16 heures, 18 heures des fois, c'est pas déconnant. Et il faut y aller, il faut crocher dedans avec toujours cet esprit critique de ne pas se retrouver enfermé dans un système où dans les grosses boîtes, les personnes vont essayer de vous prendre et de vous adapter au poste. Faut vous adapter au poste, mais il faut garder votre indépendance pour pas trop s'adapter, rentrer dans le moule et plus être capable d'en sortir. Faut toujours garder un esprit critique et continuer d'avancer en fait en ayant conscience de ce qu'on fait. Et ce que je vous souhaite, c'est d'arriver à ce que moi je l'ai fait. Aujourd'hui, je sais ce que je fais, mais je sais ce que ça fait. Et quand je dis ça, c'est je connais les producteurs, je connais nos bateaux, comment on les construit, qui les transporte. Je connais nos employés au sein de la torréfaction, de la chocolaterie. Et puis le samedi, si je voulais aller dans une grande surface, je pourrais voir les consommateurs. Et on a vraiment en fait une compréhension de toute la chaîne et de l'impact qu'on peut avoir en local et de façon plus générale. Et tendre vers des valeurs qui sont autres que l'argent et qui sont vraiment la technique ou l'envie de faire les choses. C'est beaucoup plus cool que l'argent en fait. Et l'argent, ça ne vous rendra pas heureux. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est l'intérêt personnel que vous pouvez avoir par rapport à vos passions, par rapport à vos envies. Bon, ce sont des très beaux mots. C'est super. C'est exactement ce qu'on veut transmettre comme valeur. Donc, peut-être, avant de te laisser partir, Loïc, tu peux nous dire un peu quels sont tes prochains projets. Là, tu repars sur le bateau bientôt ou c'est quand le prochain voyage? Ce soir, à 22 h, on va partir de Brest, on va passer Ouessant, on va aller faire un petit tour à Roscoff. Ouais. Là, cet été, on va rester raisonnable. On a fait 4 transatlantiques en 7 mois. Moi, j'ai plein de copains qui préparent. Ouais. Wow. Plein de copains qui mettent 4 ans pour préparer une transatlantique qu'on appelle la route du Rhum. Et au final, au départ, après, ils font la route de l'oignon, ils s'arrêtent à Roscoff. Du coup, l'idée, c'est de rester calme parce que l'été, c'est la période cyclonique. Ouais. Le bateau, il y a de la maintenance à faire et on entend peut-être derrière, on a un chaudronnier qui est en train de travailler à l'avant là. Ouais. Et puis repartir après en octobre avec ce bateau-là pour les prochaines boucles. Et moi, l'idée, c'est… Donc toi, là, tu seras sur ce bateau en octobre ou tu restes à… Non, je serai plus sur le prochain chantier, la gestion de la contractualisation du prochain bateau. D'accord. Et moi, l'idée, c'est de partir 6 mois là, à proximité du prochain chantier l'an prochain pour suivre la construction de ce bébé parce que c'est un gros boulot navale, c'est très rigolo. Quoi. Et c'est énorme, j'imagine, à gérer. Je faisais de la technique au début en offshore. Là, je fais de la technique en chaudronnerie et franchement, je m'éclate. C'est quoi ta spécialité d'origine? Marine marchande, donc on n'en a pas. Nous, on a vraiment tous les éléments de l'ingénieur. Et c'est aussi un avantage, c'est que je vais être aussi… je vais pas être bon, mais je vais pas être mauvais en électronique, en électricité, en structure, en hydrodynamisme, en tout. Mais du coup, tu as une formation vachement scientifique. Enfin, il y a une base. Ouais, c'est très scientifique et très polyvalent en fait. Ouais, avec l'avantage derrière d'avoir eu des expériences où à 23 ans, il y a 120 personnes, on doit parler devant, il y a 23 nationalités, puis on y va. Quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et la chance de déjà avoir fait mon tour du monde avec mes expériences. Quoi. Là, le prof d'anglais que je suis, super content d'entendre
que c'est exactement ce que je dis à mes étudiants, mais lâchez-vous, quoi. On s'en fout si vous avez un accent, si vous faites des fautes, just speak, tu vois. Donc, comme tu l'as fait avec ton hollandais, là. Bon, Voilà. écoute, en fait, on va te remercier, mais du fond du cœur, hein. C'est vraiment une super conversation, une super rencontre. Mais ce que j'aimerais bien faire, si tu es d'accord, Loïc, c'est on se refait signe, je ne sais pas, d'ici un an ou quelque chose comme ça, pour voir où vous en êtes, pour faire un point sur votre progression et voilà, pour continuer à inspirer les gens à faire les belles choses que Mais vous non, faites. à la rentrée en septembre, tu vas bien trouver 2-3 élèves qui vont être motivés à calculer notre bilan carbone sur l'usine et les bateaux. Alors ça, volontiers, j'en ai parlé, comme je te l'avais dit, à notre chargé de mission qui est aussi prof en matériaux à l'Université de Montpellier et qui est passionné et qui est le spécialiste du cycle de vie et qui a les étudiants qu'il faut. Donc, on va essayer de te dégoter des gens qui pourraient faire ça. Il faut que ça rentre dans un projet d'études. Donc, mais là, on reste absolument connecté là-dessus. Ouais, ouais, parce Ouais, que carrément, avec plaisir. ça serait intéressant de voir un peu où vous en êtes avec vos bateaux. Bah, à très bientôt Écoute, sur l'eau alors. merci infiniment au nom du Polycast et de Polytech Montpellier. C'est super ce que vous faites. On va continuer à en parler. Et puis, on se retrouve le plus rapidement possible. À bientôt sur l'eau. Salut. Bye. Merci.